Quand on me demande c'est qui le personnage le plus puissant de One Piece, pour moi c'est une question impossible à répondre parce que selon moi, Oda ne nous a pas donné assez d'informations pour répondre à cette question de manière correcte, j'aimerais dire. Après, quand tu as vu Kaido, que lui-même son titre est mis entre guillemets, Oda il est ambigu par exprès. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter les 7 personnages qui, selon moi, ont tous un droit de prétention, le droit de prétendre plutôt au titre d'homme le plus fort du monde, d'homme le plus fort de One Piece. En d'autres mots, c'est ma façon de te donner mon top 7, le fameux top 7 de Piliers du Vrai. Après, c'est pas un classement, d'accord? Je vais te donner les raisons pourquoi tel personnage peut revendiquer le titre du plus fort de One Piece et les raisons qui vont un peu contre le personnage parce que je pense que chaque personnage dans cette liste, ils ont tous quelque chose qui va un peu contre cet agenda. Déjà, Shanks, parmi tous les protagonistes de l'œuvre, à part les Boogie, à part Luffy, il semble avoir le rôle le plus important de la manière dont on parlait de lui. Je veux dire, il y a Mihawk qui le respecte, Barbe Blanche le respecte, Kaido le respecte, Sengoku le respecte. Et tu as même Baggy qui te montre, je pense que c'est à travers Oda que Baggy va s'exprimer et dire, je pensais que ce serait toi, Shanks. Il est un peu l'héritier de Roger par intérim, tu vois, le gars qui va occuper cette place dans le monde de la piraterie jusqu'à ce que Luffy soit prêt finalement pour devenir roi des pirates. Il semble, je dis bien il semble, maîtriser le HDR mieux que n'importe qui dans One Piece. Et dans cet univers, on comprend que le Haki des rois, surtout l'Haki des rois avancé, c'est en fait l'habilité à avoir si on veut réellement occuper cette position. Et Shanks détient ce pouvoir, même qu'il semble maîtriser mieux le pouvoir que n'importe qui d'autre. Après, ce qui est important à noter, c'est que c'est bien une supposition, c'est un ressenti. Mais voilà, Shanks, il a ce pouvoir qui peut dire le contraire. On peut aussi parler de son palmarès, je veux dire, malgré le fait qu'on n'a pas pu le voir souvent, à chaque fois que Shanks se bat, à chaque fois qu'il brandit son épée, c'est pour faire quelque chose de gros. Donc, dans un sens, tout ce qui va descendre Shanks en termes de combat, on ne l'a pas vu, ça a été présenté avant le début de l'histoire. De ce qu'on voit, de ce qu'on connaît de Shanks, le mec, il a arrêté Akainu. Akainu affaibli, mais quand même, il a fait s'ensuer. Il a pu profondre le ciel avec Barbe Blanche et même intimider Barbe Noire. Un Barbe Noire qui venait tout juste d'acquérir le pouvoir de Barbe Blanche et qui était assez chaud, qui se sentait assez ivre sur le pouvoir pour combattre Sengoku et Garp en même temps. Donc ça en dit long sur Shanks, ça en dit long sur son pouvoir. Et pour finir, regardez sa tête. Je veux dire, il a la tête d'un personnage qui pourrait bel et bien être le plus fort. Déjà, ça m'énerve un peu quand on me dit que moi, je prétends que Mihawk est niveau Yonko à cause de son flow, alors que les gens agissent comme si Shanks, il avait le flow de, je sais pas moi, Carbon Beji, tu vois. Même si j'aime le design de Beji, allez pas me faire croire que Shanks aurait toujours la même hype autour de lui s'il ressemblait à Beji. Disons les termes, parce qu'on va pas commencer à me faire croire que Shanks, il a l'air de rien. Le mec est quand même hyper BG, il a un charisme de fou. Et voilà, si Shanks avait le design de BG, moi je vous garantis, on aurait vu la prime Kaido, Big Mom, on a dit voilà, c'est plié, Shanks c'est le plus faible des Yonko. Je dis ça, je dis rien, ok? Après, ce qui va à l'encontre de Shanks, c'est qu'on peut spéculer sur son haki comme on veut. Les faits sont que personne dans le manga n'a jamais décrit Shanks comme étant le plus fort. Même question haki des rois, c'est des suppositions des fans, c'est un ressenti des fans. Mais ce qui est factuel, c'est que Kaido, même si c'était entre guillemets créature la plus puissante du monde, Barbe Blanche, on a avec lui l'homme le plus fort du monde, c'est son titre. Et Mihawk, l'épéiste le plus puissant du monde. N'oublions pas que Shanks, c'est aussi un épéiste. Donc, il faut faire beaucoup de pirouettes pour mettre Shanks, pour placer Shanks à ce niveau, parce que tout ce qu'on sait de lui, tout ce qui est dit sur lui, c'est que c'est un capitaine pirate très respecté dans le monde et que finalement son équipage, elle est super puissante, mais après, il n'y a rien vraiment dans l'histoire qui passe Shanks au-dessus de tous ces personnages. Mais c'est factuel. Après, avec les dernières informations qui nous ont été présentées dans l'histoire, ce serait un peu fallacieux de dire ça, mais voilà, on n'est pas certain quand on regarde sa relation avec Figarland, sa relation un peu chelou, un peu grossier, tout ce que Shanks a pu faire dans l'histoire, qu'est-ce qui était dû à sa puissance et qu'est-ce qui était dû finalement avec son association avec les dragons célestes. C'est là la question qu'il faut se poser. Comme je dis, c'est un peu fallacieux parce que je sais que Shanks est puissant, mais voilà, je vais en parler, donc gardez ça en tête. Je vais poursuivre avec Akainu qui a été décrit comme ayant le fruit le plus offensif de tout le manga. Non seulement ça, il a le plus puissant fruit, le plus puissant type de fruit, donc le type Logia, que même Vegapunk n'est pas capable de créer. Donc si on a vu des éveils sur des catégories, chez les Doflamingo, je ne vois pas pourquoi l'amiral en chef n'aurait pas un éveil, d'autant plus l'éveil du fruit le plus puissant au monde, le fruit le plus puissant, le type de fruit le plus puissant au monde. Donc avec Akainu, on peut s'attendre encore beaucoup plus. Maintenant, question palmarès. Il n'a pas le même palmarès que Kaido par exemple, mais en termes d'impact dans l'histoire, Akainu a bel et bien le meilleur palmarès. Je veux dire Kaido, ça on y pense bien.
En fait, c'est un Doflamingo, c'est un crocodile à plus grande échelle. Tu vois, une plus grande île, un plus gros combat, une plus grosse défaite. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que Kaido a fait qui va rester avec les Mugiwara? Tout ce que Kaido a fait d'impactant, j'ai envie de te dire, c'était avant le début de l'histoire, alors que Akainu a activement affecté le monde de One Piece, non seulement en éliminant Ace, mais j'ai envie de te dire que c'est même lui qui a envoyé Barbe Blanche à sa tombe. Même si on veut parler d'un plan, c'est lui qui l'a fait. Les pirates de Barbe Noire n'ont fait qu'accélérer ce processus. Mais reste que Akainu, je te jure que Barbe Blanche n'aurait pas survécu ses blessures. Akainu, il a aussi une volonté que moi j'aimerais comparer uniquement à celle de Luffy en fait. J'ai envie de te dire que Luffy qui se bat pour la liberté et Akainu pour l'ordre total, il ne s'est pas arrêté. Je te jure que ce mec-là, il se serait tapé contre Shanks si Sengoku n'avait pas été là. Akainu, quand il est déter, il va pour ce qu'il veut. Et tu as même Oda qui sort des déclarations comme quoi Akainu, s'il aurait été pirate, il aurait trouvé le One Piece en 1 an. Donc ça te montre à quel point le mec il est déter, il a surpassé Aokiji et maintenant il est amiral en chef. Donc son rôle dans l'histoire, le rôle qu'il a à jouer est très important. Après ce qui va contre lui, les gens aiment utiliser le fait que Barbe Blanche l'a vaincu à Marineford, un Barbe Blanche vieux et malade. Mais si on regarde bien ce qui s'est passé, Akainu n'a pas été vaincu. Il a peut-être perdu un échange contre Barbe Blanche, mais il est revenu. Et ma question aujourd'hui pour toi, c'est quoi la différence entre ce que Garp a fait à Aokiji, sa technique Blue Hole, et ce que Barbe Blanche a fait à Akainu? Les amiraux sont tombés et les amiraux sont revenus. Est-ce que Garp a vaincu Aokiji après le Blue Hole? Non, la seule différence entre Aokiji et Akainu, c'est que Aokiji, quand il est revenu du Blue Hole, les pirates de Barbe Noire étaient toujours en train de se battre contre Garp, alors que Akainu, quand il est revenu, Barbe Blanche, il était déjà mort. Mais après, j'ai envie de te dire qu'il s'est pris un coup après la mort de Ace. Donc malade ou pas, t'as vraiment Barbe Blanche à s'en plus énervé quand il finit par, tu vois, faire son combat à Akainu. Pour moi, ça ne joue pas vraiment contre la faveur d'Akainu. Par contre, ce qui joue en sa défaveur, c'est le fait qu'il ait pris 10 jours à combattre Aokiji. Et même si moi, je pense que Akainu a surpassé Aokiji, Aokiji n'est pas dans mon classement. Et le fait que Akainu ait pris 10 jours à le battre, ça joue quand même un peu contre lui. Après, c'était quand même assez évident qu'on allait finir par parler de Mihawk. Je veux dire, le mec ne représente que la puissance. D'ailleurs, sa prime qui rivalise celle de Shanks sans nécessairement que lui-même soit un capitaine Yonko, c'est quand même une dinguerie. Il faut s'attarder au fait que Mihawk est l'épéiste le plus puissant en nom et en actualité, ce qui veut dire beaucoup quand on regarde les épéistes dans le monde de One Piece. On comprend que Mihawk a su faire quelque chose que même Roger et Rayleigh n'ont pas été capables de faire, ce qui est de changer sa lame noire éternellement. Ça va suggérer une maîtrise du acquis de l'armement comme personne. Après, juste avec son épithète, avec le titre de Mihawk le clairvoyant à œil de faucon, ça suggère que Mihawk aura peut-être, je dis bien peut-être, le meilleur HDO de tout le manga. Je veux dire, pourquoi est-ce que Oda donnerait des yeux aussi, tu vois, aussi puissants au partage de Mihawk si son HDO valait que dalle? Donc ça, c'est juste des indices sur la puissance de Mihawk, mais ce qui est factuel, c'est que Mihawk reste l'épéiste le plus fort du monde et t'as Shanks que beaucoup estiment comme le plus fort personnage de One Piece, qui factuellement n'a pas encore assez d'éléments pour prouver qu'il est plus fort que Mihawk. Une autre chose qui joue en la faveur de Mihawk, c'est le fait que Luffy, le personnage principal de One Piece, même en mode Joy Boy, en mode Nika, est toujours faible face aux lames, face aux attaques tranchantes. Et Mihawk, c'est justement le personnage qui maîtrise le mieux les attaques tranchantes. Après, ce qui va jouer en la défaveur de Mihawk, selon la plupart des fans, pas moi, mais la plupart des fans, c'est justement ce qu'il a fait à Marineford, quelques clashs qu'il a fait contre des personnages jugés comme beaucoup trop faibles pour prétendre au titre de Yonko. Moi, j'ai envie de vous dire que la manière dont Mihawk a été présenté, il rappelle beaucoup des personnages comme Zaraki Kenpachi, Saitama ou même Akaza. Je ne connais pas trop One Punch Man, mais pour Zaraki et Akaza, c'est deux personnages qui vont toujours chercher à équilibrer un peu leur niveau de manière à ce qu'ils puissent rivaliser avec leur adversaire pour pas que le combat puisse se terminer trop rapidement. Et l'argument que j'entends souvent, c'est pourquoi est-ce que Mihawk a one-shot les Okama, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché à égaliser les Okama. Écoutez, certains personnages ont simplement un niveau négatif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même en réduisant sa force, les Okama se font one-shot. Mais encore, regarde factuellement ce que Mihawk a fait à Marineford. Aucune attaque nommée, simplement s'étirer le bras. On a vu tout le dégât que ça fait et la difficulté que ça a pris à Jaws, le personnage le plus résistant de l'équipage de Barbe Blanche, pour justement dévier l'attaque dans le ciel. Ce qu'il a fait quand il a découpé le glacier, tu vois, des attaques comparables à l'attaque de Zoro sur le toit qui a fait Kaido
éviter l'attaque, tu vois, qui a fait Big Mom stresser. Mihawk qui te fait ça, c'est même pas une attaque nommée, c'est juste un coup comme ça, au calme. Donc Mihawk, il y a plein d'indices que sa puissance, elle est complètement démesurée. Pour moi, ce qui joue vraiment contre lui, l'argument que je trouve va vraiment empêcher Mihawk d'être ce personnage le plus fort du monde, c'est justement parce que Mihawk, il est promis au personnage de Zoro, et ça fait super, mais super étrange que le personnage le plus fort de tout One Piece soit un adversaire promis aux deux protagonistes. Tu vois, c'est un peu comme dire que Itachi, c'était le personnage le plus fort de Naruto à un moment donné ou à un autre. Ça colle pas trop bien. Donc j'ai conscience que c'est un argument qui est un peu plus basé sur la narration, mais on sait comment Oda fait les choses, donc très difficile d'imaginer Mihawk comme le top 1 de l'histoire pour cette raison, mais ça c'est juste mon opinion. Après on a Luffy qui a le pouvoir le plus ridicule au monde, tu vois, Luffy c'est Joy Boy, le pouvoir est complètement pété, il a vaincu Kaido en 1v1, dépendamment de à qui tu demandes, il est plus fort que Kaido, il est plus faible que Kaido, on ne connaît pas encore ses limites, mais je ne vais pas rester trop longtemps dessus, pour moi c'est assez évident que même si Luffy sera très certainement le plus fort à la fin de l'histoire, un peu difficile d'imaginer le personnage principal de l'œuvre atteindre ce statut avant la fin de l'œuvre. Je pense qu'il reste une marge de progression à Luffy, je pense qu'il reste des découvertes à faire sur le Gear 5. Alors c'est pour ça que pour moi, Luffy n'est pas encore ce personnage, mais j'avais voulu le mettre dans cette liste parce que je sais que son pouvoir est complètement pété et qu'on allait complètement me fumer dans les commentaires si je ne l'avais pas inclus. Cette liste va se poursuivre avec Monkey D. Dragon, qui est justement le père de Luffy et le fils de Garp. Et comme tout bon shonen classique, les fils sont très souvent destinés à dépasser leur daron. Donc si on place Garp, tu vois, un mec qui pouvait se battre avec le roi des pirates, et que Dragon, c'est un mec censé être plus fort que Garp, en suivant la logique des choses, hein, c'est pas obligé. Mais si Dragon est vraiment plus fort que Garp, et ça reste un personnage quand même très mystérieux, tu vois, et le mystère dans les mangas c'est super important. On ne connaît pas ses pouvoirs, on ne sait pas ce qu'il fait, même s'il n'a rien montré, il n'a pas montré de palmarès. Pour moi, Dragon a complètement le droit de faire partie de ce classement. Et là, ça va te suivre avec Barbe Noire. Sa morphologie est complètement pétée. Je veux dire, malgré le fait qu'il ressent encore plus la douleur que les autres, ce n'est pas assez pour le mettre KO. C'est-à-dire, mis à part Magellan, Barbe Noire, on l'a jamais vu, tu vois, on l'a jamais vu perdre. Et ce mec-là, il a beau être lâche, il a beau être perfide, il calcule tous ses mouvements, reste qu'il a deux fruits du démon, et pas n'importe lesquels. Il a hérité du fruit de Barbe Blanche, qui jadis était l'homme le plus fort du monde. Lui-même décrit son propre Logia comme le plus puissant des Logas. Donc maintenant, imaginez la possibilité que Teach arrive à éveiller ses fruits. Quelle sorte de dinguerie ce serait. Au niveau du Haki, il a montré des trucs quand même assez limités, mais reste que voilà, c'est Barbe Noire. Je pense que beaucoup vont utiliser le fait qu'il ait pris des coups contre l'eau pour essayer de le diminuer, mais au contraire, pour moi, ça montre en fait à quel point il est puissant, parce que comme pour Luffy, c'est pas vraiment un personnage qui fait super attention quand il se bat. Je veux dire, s'il se battait contre Dora l'exploratrice, il se peut que, tu vois, Dora même arrive à attraper Barbe Noire. Ce qui est important avec Barbe Noire, c'est comment il réagit à la douleur. Oui, il la ressent plus que tout le monde, donc on le voit crier, on le voit cracher du sang. Il fait pas aussi attention qu'un Shanks ou qu'un Mihawk. Par contre, il est toujours là, il est prêt à se battre. Et le fait que Barbe Noire ne fasse pas attention justement quand il se bat, c'est preuve qu'il est si fort qu'il n'a pas besoin de faire attention, il n'a pas besoin de tout calculer quand il se bat, bien sûr. Donc ça explique pour moi pourquoi est-ce que tu le vois avec du sang face à l'eau. Pas parce que l'eau l'a fait galérer, comme beaucoup aiment dire, mais simplement parce que Barbe Noire ne fait pas attention quand il se bat. Et voilà, ça donne beaucoup de chance à ses adversaires de lui asséner des coups. Mais reste vraiment que Teach, il est dégueulasse. Et Oda l'écrit d'une manière très semblable à sa façon d'écrire Luffy, c'est-à-dire que Barbe Noire n'a pas fini d'évoluer depuis le début de l'histoire, il ne fait que ça. Que ce soit en termes de puissance ou en termes de statut, Barbe Noire continue à évoluer. Donc lui, son évolution en termes de force, très franchement, peut-être un peu comme Luffy, tu vois, peut-être qu'il n'est pas top 1 maintenant, mais il pourrait l'être, donc il a sa place dans ce classement. Ce qui joue contre Barbe Noire, c'est vraiment son aspect peureux, donc on ne sait pas à quel point il est puissant, je veux dire, fuir Shanks, fuir Akainu, même si ça c'était avant, récemment il a fui Rayleigh, il n'était pas certain s'il aurait pu vaincre Rayleigh, et c'est vraiment ce qu'il joue contre Barbe Noire. Et je vais finir ce classement, mon top 7 avec Im. Im qui, tu vois, pendant très longtemps, les gens pensaient que c'était juste un légume, mais très clairement, il règne sur le monde de One Piece en tant que divinité. On sait très peu de choses sur lui, et comme pour Mihawk, comme pour Dragon, il a l'avantage d'être un personnage assez mystérieux. Im, en vrai, ça pourrait être l'ennemi de Luffy, tout comme ça pourrait être l'ennemi de Barbe Noire. On ne sait pas exactement ce sera quoi son rôle, comment est-ce qu'il va tomber. Mais en ce moment, il se tient à la tête du gouvernement mondial, qui est quand même la force majeure contre la piraterie. Donc Im, franchement, il a probablement la revendication la plus forte pour être le plus fort de One Piece actuellement. Mais ça va savoir très bientôt, je l'espère.
Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Donc moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as le même top 7 que moi? D'accord? C'est pas une question de classer les personnages, mais j'aimerais savoir qui sont les 7 personnages qui, selon toi, ont le plus de chances d'être, tu vois, d'avoir le statut dans le plus fort de l'œuvre. Laisse-moi savoir ça en commentaire, le pourquoi du comment, tes opinions sur la vidéo. Et ce sera tout pour moi aujourd'hui. Donc je te dis à la prochaine. Allez, à plus.